Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous repropose de vous raconter une histoire d'horreur, ou plutôt une histoire horrible. Vos retours sur la dernière vidéo du même genre m'ont fait beaucoup plaisir et donc du coup je me suis laissé tenter par cette nouvelle expérience. Comme d'habitude ici pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou même d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont réels et facilement vérifiables. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Ichikawa Satsujin Jiken. 12 février 1992. Nous sommes le 12 février 1992 dans la préfecture de Chiba, dans la ville de Ichikawa, non loin de la capitale Tokyo. Dans un appartement vit une famille japonaise ordinaire avec un papa, une maman et deux filles, une de 15 ans et l'autre de 4 ans. La fille la plus âgée est assidue et travailleuse, même s'il est déjà tard dans la nuit, elle étudie toujours. Et tiens, ce soir, il lui manque des mines de crayons pour travailler. Qu'à cela ne tienne, elle prend alors son vélo et part en acheter au combini le plus proche. Elle arrive au combini, elle achète ses mines de crayons, reprend son vélo pour repartir, mais sur le chemin du retour, une voiture lui est rentrée dedans et l'homme qui était à l'intérieur se précipite vers la fille pour voir si elle est blessée ou non, et effectivement elle est blessée au genou. Ce jeune homme, on va l'appeler Aka, et la jeune fille du début, Midori, histoire que ça soit plus simple pour la suite. Aka se sentant responsable de l'accident qu'il vient de commettre et notamment de la blessure au niveau du genou de Midori, eh bien il propose à la fille de l'emmener jusqu'à l'hôpital, et Midori va accepter. Une fois à l'hôpital, on lui prodigue les soins nécessaires et Aka, un peu stressé, lui demande si tout va bien. Ne ojo-chan, daijoubu? Elle le rassure en lui disant qu'il n'y a rien de grave et que les blessures sont très légères. Aka étant rassuré, pour se racheter, il propose à la jeune fille Midori de la raccompagner jusqu'à chez elle, parce qu'effectivement il est déjà assez tard dans la nuit et on ne sait pas ce qui pourrait bien se passer. Encore une fois, Midori accepte. Mais nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Si vous pensiez que Aka était un jeune homme tout à fait ordinaire, eh bien je pense que vous avez fait exactement la même erreur que notre jeune fille. Le jeune homme Aka est connu pour avoir un comportement extrêmement violent et manipulateur. Sur le chemin du retour, lorsqu'il raccompagnait Midori jusqu'à chez elle, il s'est dit « Oh, c'est dommage quand même. Si je la ramène, j'y gagnerai rien. » Alors Aka arrête brusquement la voiture, sort un couteau et menace Midori. La fille, totalement effrayée, voyant son sauveur changer brusquement de comportement, n'ose rien faire. Le jeune homme la traîne chez lui, la séquestre et la gokan. C'est le mot que je vais utiliser pour vous savez quoi. Après l'acte, il la dépouille de tout son argent de poche et pour éviter des représailles, il lui demande de sortir son carnet scolaire. Au Japon, dans ces documents, il y a vraiment beaucoup d'informations. Nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, profession des parents, et j'en passe. Et grâce à ça, il peut lui faire du chantage. Si tu t'avises d'en parler à qui que ce soit, je reviendrai. Aka laisse Midori repartir et elle arrive chez elle et trouve une excuse toute faite pour justifier son absence à ses parents. Les prochains jours, Midori va à l'école calmement et décide de ne parler à personne de ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Mais sa meilleure amie va détecter un changement de comportement un peu bizarre chez elle et va vraiment insister pour savoir ce qu'il ne va pas. Midori, si vous voulez, à ce moment-là, elle a besoin de se confier, donc elle va tout dire à son amie et forcément son amie va être terrifiée et va vraiment insister auprès de Midori pour qu'elle aille porter plainte. Elle va le faire et ça c'est très bien. Mais malheureusement, les oreilles des policiers à cette époque est peu attentives sur ce genre d'affaires. Pendant ce temps, Aka lui continue de vivre sa vie de débauche chaque jour, et il extorque même de l'argent à sa famille pour la dépenser dans les plaisirs de la nuit. Mais tout l'argent du monde ne serait pas suffisant pour étancher ses désirs, et une fois de plus, il va malheureusement recourir à la violence. Il séquestre chez lui deux Philippines qui sont des hôtesses qui travaillent dans un bar qu'il côtoie assez fréquemment, et elles aussi, il va les gokan. Mais au bout de 2 nuits de séquestration quand même, elles réussissent à s'enfuir et vont se réfugier vers leur patron, le gérant du bar. Ce dernier, appartenant au monde de la pègre, déclare ceci. Cet homme doit payer pour ses conneries. Il mêle alors dans cette affaire des yakuza qui sont chargés de capturer et faire chanter Aka. D'ailleurs, il se fait rapidement capturer et se voit réclamer la somme de 2 millions de yens d'ici 1 mois. Avec les yakuza, ce n'est clairement plus la même histoire. Il le sait bien, il est pris au piège. S'il ne rend pas en temps et en heure la somme demandée, sa tête roulera sur le sol. Ça le hante tellement dans la nuit et ça le bouffe littéralement psychologiquement à tel point qu'il n'ose même plus dormir dans son propre appartement et qu'il dort tous les soirs dans sa voiture. Clairement, de l'argent. Il a besoin de beaucoup d'argent. Bref, l'histoire est déjà assez glauque pour le moment, mais ça ne fait à peine que commencer. Parce qu'en effet, l'histoire de Aka et Midori vont se rejoindre encore une fois. Voilà plusieurs jours que Aka ne dort plus, quand soudain... Mais bien sûr, la solution, cette fille il y a quelque temps, Midori. Il se rappelle qu'il a son adresse grâce à son carnet scolaire. Il pourrait sans doute cambrioler l'appartement. Il se poste alors discrètement devant l'appartement durant les prochains jours pour noter minutieusement les allers et retours de chaque personne de l'appartement. Il apprend alors qu'il y a une grand-mère, un papa, une maman, la fille Midori et une petite sœur. Et après avoir bien étudié sa cible, il décide de passer à l'action. 5 mars 1992, 18h.
Avant de rentrer dans l'appartement, Aka veut vérifier qu'il n'y a vraiment personne à l'intérieur. Pour ça, il appelle le téléphone fixe. Il sonne, aucune réponse. Il rentre par effraction et là, surprise, il voit la grand-mère installée tranquillement dans le canapé en face de la télé. Elle n'avait sans doute pas entendu la sonnerie du téléphone à cause du bruit de l'émission. Un peu paniqué, Aka demande alors à la grand-mère de sortir son carnet de banque. Au Japon, il faut savoir qu'il suffit d'avoir son carnet de banque et son sceau familial pour pouvoir retirer l'argent de son compte. La grand-mère menacée n'est pas si paniquée en vérité, elle sort tout simplement 80 000 yens de sa poche et tend ça à son agresseur. Tiens, je te donne ça, donc maintenant arrête tes bêtises et rentre chez toi. Aka à ce moment-là, il se sent insulté et sous-estimé, et son comportement il vrille totalement et il commence à insulter la grand-mère de tous les noms possibles. Mais la mamie n'en démord pas, comme elle voit que Aka n'a absolument aucune intention de rentrer chez lui, eh bien elle va appeler la police devant lui. C'est là que le jeune homme dans la panique va saisir le câble téléphonique avec lequel la grand-mère appelle et va étrangler la grand-mère avec ce dernier. Le corps de la vieille dame tombe lourdement sur le sol. 19h. Après son meurtre pas plus inquiété, Aka se met à fouiller dans tout l'appartement en quête d'argent liquide ou de carnet de banque. Mais il est déjà 19h, et à cette heure-ci, Midori et sa mère rentrent dans l'appartement. À aucun moment, Midori ne se doute qu'à l'intérieur se trouve son ancien agresseur et sa grand-mère décédée. Aka entend la porte s'ouvrir et s'empresse vers l'entrée. Les deux femmes en voyant un étranger chez elles n'ont absolument pas le temps de réagir et l'agresseur prend le dessus. Il les fait rentrer à l'intérieur et à ce moment-là, Midori reconnaît son ancien agresseur Aka mais ne peut rien dire. Ce dernier menace la mère et l'oblige à s'allonger à plat ventre sur le sol et totalement paniquée, elle s'exécute. Et à ce moment-là, sans prévenir, l'homme lui assène plusieurs violents coups de couteau dans le dos sur le corps de la mère sans défense et la mère décède. L'horreur de Aka ne s'arrête pas là. Après le meurtre de sa mère, il demande à la jeune fille de nettoyer le sol recouvert du sang de sa propre mère. La jeune fille, terrorisée et traumatisée, va s'exécuter et va nettoyer le sol et déplacer le corps de sa mère morte. Et je suis navré de vous l'apprendre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20h. À cette heure-ci, la nourrice ramène la petite sœur de Midori à l'appartement. Elle se tient devant la porte et sonne. Sous les ordres de Aka, c'est Midori qui va ouvrir et s'ensuit une scène d'une tension extrême. La jeune fille récupère à contre-cœur sa petite sœur et meurt d'envie de dire à la nourrice d'appeler à l'aide. Mais Aka se tient juste derrière la porte, bien dans le champ de vision de Midori. Très certainement à cet instant elle aurait pu crier, s'enfuir ou même donner un indice discrètement à la nourrice, mais on n'est pas à sa place et c'est très compliqué de savoir ce qu'elle ressentait en cet instant. Et malheureusement, elle décide de ne rien faire et de ne rien dire et de plier aux volontés de son agresseur. Elle récupère sa petite sœur de 4 ans, remercie la nourrice, ferme la porte et la nourrice s'en va, sans avoir rien remarqué. La petite sœur rentre dans l'appartement et ne suspecte rien. Elle ne comprend pas vraiment ce que fait cet homme qu'elle ne connaît pas avec sa grande sœur, mais elle n'a que 4 ans, elle ne réagit pas davantage. Dans l'appartement, la maman a été déplacée dans la salle de bain, mais la mamie, elle, est toujours dans le salon, devant la télé. Aka voulant s'entretenir avec Midori, il envoie la petite sœur regarder la télé avec sa grand-mère. Voyant sa grand-mère postée devant, la petite sœur s'exclame alors « Oh, je vais aller dormir devant la télé à côté de mamie !» Aka, une fois avec Midori, lui fait une demande quelque peu singulière, celle de cuisiner. Cuisiner pour lui, sa petite sœur et elle-même. Et s'ensuit l'un des repas des plus macabres. La plus jeune fille ignore que sa grand-mère ne dort pas et qu'à quelques mètres seulement gît le corps de sa mère sans vie. 21h. Après le dîner, la petite sœur retourne dans sa chambre et Aka, de nouveau seul avec Midori, décide de la gokan. Il la violente, il la brusque et la fille est sur le point de crier lorsque... Tadaima, coucou, je suis rentré. C'est le père. Il vient de rentrer du travail. Et dans la précipitation, Aka saisit un couteau et poignarde le père au niveau de l'épaule et ce dernier, complètement déboussolé, tombe au sol. Aka ne perd pas de temps et lui demande de l'argent tout de suite. Dans la panique, le père tend son carnet de chèques et le précieux sceau familial. Il y a dans son compte 3 600 000 yens. Aka est ravi. C'est bien plus qu'il n'en faut pour éponger sa dette envers les Yakuza. Mais enivré par le goût de l'argent facile, Aka en veut plus. Beaucoup plus. Et il demande alors au père s'il n'a pas plus d'argent quelque part. Et dans sa bêtise, le père va répondre qu'il a en effet un autre carnet de chèques à son bureau. En effet, le père est rédacteur en chef dans une maison d'édition et il possède à son bureau un carnet de chèques où il y a encore plus d'argent. Aka charge Midori d'appeler le bureau de son papa en trouvant un prétexte pour aller chercher le précieux carnet. Évidemment, pour la surveiller, il décide de partir avec elle le chercher. Mais au moment de partir, il se dit qu'il a oublié quelque chose. Il laisse alors Midori en bas de l'immeuble et retourne à l'appartement. Un peu plus tard, il revient et dit ceci. Si tu m'écoutes bien, tu sais, ton père aura la vie sauve. Persuadé de bien faire, Midori se dit qu'il y a peut-être enfin moyen de sortir de ce cauchemar, mais je pense que vous vous en doutez maintenant. Aka n'est pas remonté à l'appartement par hasard. Il est remonté pour achever le père de Midori.
Pendant que Midori va chercher le carnet de banque au bureau de son père, elle est toute seule. Elle aurait pu dire aux collègues de son père qu'il y avait un souci et qu'il fallait intervenir, mais elle n'était plus en état de réfléchir convenablement. Elle a trouvé un bon prétexte pour berner les collègues, mais quand même, ils ont été un peu suspicieux et lui ont demandé si tout allait bien. Nene, daijoubu? Et malheureusement, elle a répondu daijoubu. Tout va bien. Après avoir récupéré le carnet de banque de son père, Midori le donne à Aka, et ce dernier se sent vraiment complètement invincible, tout marche bien pour lui, et il se dit tiens, je vais emmener Midori à un love hotel, et encore une fois, Gokan. 6 mars 1992. Le lendemain matin, Aka et Midori retournent à l'appartement, et elle découvre avec horreur que son père a été assassiné. Son esprit est encore une fois de plus brisé et elle ne peut rien faire, elle s'attendait tellement à voir son père vivant, justement en l'échange de ce carnet de banque, et c'est au même moment que sa petite sœur se réveille et constate que le papa est mort, et elle parvient à crier et à pleurer de toutes ses forces. Mais alarmée par les pleurs de la petite sœur, Aka, fou de rage, va saisir son corps tout chétif et la poignarde dans le dos. Le coup est si fort que la lame transperce le corps de la petite fille et ressort par son torse, et Aka va tout simplement lâcher ce corps qui va s'écrouler contre le sol, et la petite fille va murmurer « J'ai mal ». Alors le criminel demande à Midori, d'un air narquois et satisfait « Imoto, la kunishite va donc soulager ta petite sœur ». En voyant le dernier membre de sa famille se faire tuer, Midori va avoir une soudaine prise de conscience et va pour la première fois se rebeller face à son agresseur. C'est peut-être cette sensation de ne plus rien avoir à perdre qui a déclenché quelque chose chez Midori, et c'est très compliqué de savoir ce qu'il se passe dans sa tête, d'autant plus qu'on n'est pas à sa place, et puis très sincèrement, je ne vous le souhaite pas. Midori va alors se jeter de toutes ses forces sur le meurtrier de sa famille, et Aka, un peu dans la panique, va balancer son couteau dans tous les sens et réussir à blesser Midori dans le dos. Aka est bien plus fort physiquement, la jeune fille n'a aucune chance. Mais c'est à ce moment que les sirènes de police retentissent dans tout l'appartement. En effet, les collègues de bureau de la veille ont trouvé trop suspicieux le comportement de la jeune fille et ont décidé d'appeler la police. Aka, se sentant prise au piège, élabore un dernier stratagème pour se tirer d'affaire. Il prend le couteau, le jette devant Midori et la provoque. Attrape ce couteau et agresse-moi. Son but est de faire endosser la totalité des meurtres de la famille par la jeune fille, et cette dernière, elle est vraiment au bord de ses limites physiques et mentales, et elle s'évanouit en plein milieu de la scène, et c'est à ce moment-là que la police rentre. La police arrête enfin le meurtrier Aka, mais le bilan est lourd. En 14 heures, la fille a perdu sa grand-mère, son père, sa mère et sa petite sœur. Chaque cadavre était disposé dans une pièce différente de l'appartement, et l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est aussi son jugement. Le jugement. Quand il a été arrêté, Aka était très sûr de lui. Étant mineur, 19 ans, la majorité c'est 20 ans au Japon, il se disait tout bonnement qu'il irait dans une prison pour mineurs et qu'il échapperait à la peine de mort. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il avait en tête l'affaire de Junko Furuta où aucun des agresseurs n'avait été condamné à mort. Il avouait même ça devant les policiers. De toute façon, il m'arrivera rien. Toutefois, la justice ne fut pas si tendre. Bien que l'avocat ait plaidé la maladie mentale de son client, les médecins étaient formels. Il est responsable de tous ses actes. Et c'est ainsi qu'en 2001, pour le caractère exceptionnel des crimes commis, la peine de mort fut prononcée pour un mineur. Après avoir fait 25 ans de prison, Aka fut exécuté le 19 décembre 2017, où à la fin de ses jours il pesait 120 kg, car il espérait que la corde rompe sous son poids. Quant à Midori, elle, les rumeurs disent qu'elle a quitté le Japon et qu'elle est partie s'installer en Europe. Je tenais quand même à préciser que jusqu'à son dernier souffle, Aka n'a émis pas le moindre regret, ni le moindre pardon à ses victimes. Sur ce, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le premier épisode. Vraiment, j'étais très content. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler de quelque chose de plus sérieux, voilà, comme ça sur cette chaîne. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.